Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Sciences, éthique et société. De l'Institut supérieur de philosophie de l'Université catholique de Louvain, dirigé par Bernard Feltz en collaboration avec CIT, Centre de recherche interfacultaire, technique, sciences et société. 1. B. Feltz, Ph. Goujon, B. Herriard-Dubreuil, S. Lavelle et W. Lèche, Éthique, technique et démocratie, 2007. 2. Pierre Lannoy et Thierry Ramadier dire La mobilité généralisée. Forme et valeur de la mobilité quotidienne, 2007. 3. Gilbert Eguermont et Bernard Feltz ed. Ethics and Radiological Protection, 2008. 4. Brigitte Maréchal et Felice D'Aceto, sous la direction et avec la collaboration de Philippe Muraille, Adam et l'évolution. Islam et christianisme confrontés aux sciences, 2009. Remerciements. Cet ouvrage prolonge un colloque organisé à Louvain-la-Neuve dans le cadre de l'année Darwin. Il comporte également des contributions d'auteurs associés ultérieurement, afin d'assurer meilleure cohésion à l'ensemble. Pour l'aide et les subsides qu'ils nous ont apportés, nous remercions vivement la faculté de théologie, la faculté de médecine, la faculté des sciences, la faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale, la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, l'Institut supérieur de philosophie, l'Institut religion, spiritualité, culture et société, RSCS, The Institute of Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies, IACCHOS, ainsi que le Fonds de la recherche scientifique, FRS-FNRS. Nous remercions particulièrement Jean-Pierre Gérard pour le soin et l'efficacité de la préparation du fichier final. Nous adressons aussi nos remerciements à l'équipe des éditions Academia pour la mise en forme de la version destinée à l'impression. Introduction. Bernard Feltz. Les théories de l'évolution biologique ont profondément transformé l'image que l'humain se donne de lui-même dans notre culture occidentale. Par la révolution galiléenne, la science moderne a imposé l'image d'une nature purement mécanique, considérée comme un ensemble d'éléments en interaction sur base d'un jeu de force dépourvu de toute intentionnalité. C'est l'omnipuissance de la pensée mécaniste et le seul recours à la causalité efficiente. Les penseurs ultérieurs ont parlé de désenchantement du monde. Descartes, grand admirateur et contemporain de Galilée, a voulu tirer les conséquences philosophiques de ce nouveau rapport au monde selon deux orientations. Dans le domaine des sciences de la vie, Descartes a voulu fonder une science du vivant qui soit l'équivalent dans le domaine de la vie de ce que la physique galiléenne était dans le domaine physique. Le concept d'animal-machine apparaît comme condition de possibilité de l'élaboration d'une telle science du vivant. C'est le désenchantement de la nature qui se voit étendu à tout le monde vivant. Il s'agit donc de considérer le vivant comme de la matière physique organisée de manière complexe. Le concept d'animal-machine de Descartes prend toute sa signification dans cette perspective épistémologique. C'est en excluant la cause finale de l'arsenal explicatif que l'on pourra élaborer une science du vivant. Philosophiquement, cette position comportait des conséquences au niveau de la conception de l'humain. Pour Descartes, l'humain participe au domaine du vivant par son corps, lequel relève donc de la logique machinique propre à l'animal. Mais ce qui fait la spécificité de l'humain, c'est son âme, substance pensante, associée au corps. Le dualisme radical de Descartes sur le plan anthropologique plonge donc ses racines dans sa visée épistémologique et dans sa volonté de fonder une science du vivant. Ce dualisme s'inscrit également dans la tradition platonico-augustinienne d'une anthropologie qui attribue à l'homme une âme, seule, susceptible de rendre l'humain capable d'un accès à la vérité universelle. Chez Platon, on le sait, ce sont précisément les capacités de l'humain d'accéder aux idées éternelles qui justifient l'attribution d'une âme elle-même éternelle. Descartes introduit donc dans la modernité, avec une radicalité nouvelle, ce qui est devenu la différence anthropologique. Pour Descartes, l'humain n'a rien à voir avec l'animal, au contraire, l'humain est un être de culture, un être qui se caractérise par une rupture radicale par rapport à la nature, par une capacité d'autodétermination qui rompt avec le monde machinique de l'animalité. De nombreux penseurs modernes abandonneront l'idée d'une âme substantielle associée au corps. En particulier,
De nombreux scientifiques inscriront leurs recherches dans une perspective matérialiste, résolument rébarbative à l'idée même d'une âme distincte du corps. Paradoxalement, c'est indépendamment de cette structure anthropologique particulière que l'idée de la différence anthropologique gardera toute sa vigueur et au contraire, aura tendance à se renforcer au cours des siècles. Que l'on songe à des positions aussi éloignées que la philosophie sartrienne et l'anthropologie culturelle de Lévi-Strauss, la différence anthropologique y est pensée sur le mode d'une radicalité extrême et qui ne souffre aucune concession. Pour tous deux, l'humain relève du registre de la culture, qui ne comporte aucun point commun avec l'animalité. La spécificité de l'humain est bien pensée dans le registre de la différence radicale par rapport à l'animal. Dans le domaine éthique également, on peut mentionner Kant, un des grands penseurs de la modernité au XVIIIe siècle, qui fonde son éthique sur la rationalité de l'humain et distingue le monde des personnes du monde des objets. Un objet est cessible, peut être vendu, seul l'humain relève du registre des personnes qui doivent être respectées pour elles-mêmes. L'humain est un être qui doit être respecté. C'est bien le sens du deuxième impératif catégorique. Les animaux, dans la modernité originaire, sont assimilés aux objets, cessibles. Ils relèvent donc du registre des choses. L'humain est bien hors nature, et c'est à ce titre qu'il doit faire l'objet d'un respect pour lui-même. Le domaine du droit prend le relais de ce primat de la subjectivité affirmé par l'éthique moderne. Les droits de l'homme, depuis leur première formulation au XVIIIe siècle jusqu'à la version de 1948, apparaissent comme l'inscription dans le droit de la spécificité de l'individu humain pensé dans l'éthique kantienne. Le thème de la différence anthropologique touche donc aux fondamentaux de la modernité. Très vite, l'idée d'un dualisme des substances a été abandonnée, mais la conception d'un humain sur le mode d'une étrangeté radicale par rapport à la nature s'est au contraire renforcée dans de nombreux courants philosophiques jusqu'au cœur du XXe siècle. C'est dire si les théories de l'évolution biologique du XIXe siècle ont porté des remises en cause fondamentales de l'imaginaire collectif occidental. On souligne généralement combien l'affirmation de l'évolution des espèces affrontait les discours religieux de l'époque. C'est incontestable, mais incomplet. En relativisant la différence homme-animal, les théories de l'évolution remettent en cause une des présuppositions fondamentales de la modernité. Sartre et Lévi-Strauss ont été cités pour leurs positions anthropologiques, Kant pour son orientation éthique, les droits de l'homme pour l'inscription dans le droit international. C'est le cœur de l'intuition moderne d'un être humain libre et maître de sa destinée, tant individuelle que collective, qui est touché par les théories de l'évolution. Dès 1809, Lamarck proposait une première théorie de l'évolution des espèces qui fait reposer sur la diversité des milieux physiques, la diversification du vivant. Cependant, en recourant à l'hérédité des caractères acquis comme mécanisme fondamental de modification des espèces sur un long terme, sa théorie allait rapidement être mise en difficulté face à une des caractéristiques déterminantes de la génétique mendélienne, qui date de 1865, mais a connu un développement généralisé dans la première moitié du XXe siècle. Darwin ne connaissait pas Mendel, mais a été profondément influencé par Lamarck. Dans son ouvrage de 1859, l'approche se situe au niveau des dynamiques de population, de telle sorte que les insuffisances de la théorie dans le domaine génétique n'ont pas remis en cause fondamentalement le mécanisme de la sélection naturelle. Au contraire, les développements de la biologie cellulaire et de la génétique au cours de la première moitié du XXe siècle ont conduit à ce qu'on a appelé la théorie synthétique de l'évolution, qui montrait la compatibilité de la position darwinienne en matière de sélection naturelle avec les disciplines majeures de la biologie de l'époque. Génétique Mendel, génétique des populations Dobzhansky, théorie cellulaire Morgan, systématique Mer, paléontologie Simpson. Les développements de la biologie moléculaire à la fin du XXe siècle, avec la découverte des liens entre ADN, ARN, protéines, ouvrent sur deux orientations. La compatibilité avec le mécanisme de la sélection naturelle s'est vue renforcée. C'est un enjeu important de l'ouvrage de Jacques Monod sur le hasard et la nécessité. D'autre part, les progrès plus récents de la biologie du développement ouvrent la voie à des mécanismes nouveaux dans les processus d'intégration de mutations dans une structure globale du génome,
mécanisme qui pourrait s'avérer important pour expliquer le processus évolutif. Il en ressort que, pour la communauté scientifique dans son ensemble, l'évolution des espèces est un phénomène incontestable et l'espèce humaine est donc le produit d'une histoire naturelle de quelques centaines de millions d'années. Par ailleurs, la sélection naturelle est généralement admise comme un des mécanismes importants conduisant à l'évolution des espèces, selon des modalités diverses au cas par cas, et sans exclure le recours à d'autres mécanismes, éventuellement encore à découvrir. Les théories de l'évolution biologique sont donc un lieu déterminant de remise en cause de la différence anthropologique, qui marque la culture moderne. Elles ne sont pas seules à aller dans ce sens. À bien des égards, on peut dire que c'est toute l'approche scientifique du vivant qui concourt à cette naturalisation. Dans ce contexte, on peut encore mentionner deux autres disciplines particulières qui contribuent de manière notoire à cette orientation. L'écologie est le produit de l'étude des comportements des espèces vivantes dans leur milieu de vie. Ces recherches ont conduit à l'élaboration du concept de climax, à la fin du XIXe siècle, qui renvoie à l'évolution des populations végétales en lien avec le climat et les caractéristiques physiques du sol. Ce concept, toujours en vigueur en certains contextes, a suscité les réticences du monde des zoologues, qui lui ont préféré le concept d'écosystème proposé par Tansley en 1935. Avec le concept d'écosystème, c'est toute la dynamique de l'ensemble des espèces d'un milieu donné qui est considérée. De plus, le concept d'écosystème intègre les relations de la biocénose avec le milieu physique. Les développements théoriques de l'écologie scientifique, de même que les problèmes écologiques importants liés au fonctionnement de notre société contemporaine, ont conduit à une modification profonde du rapport de l'homme à la nature. Avec la découverte du caractère fini des stocks, aussi bien en amont de l'activité humaine, énergie, matières premières, production agricole, qu'en aval de l'activité humaine, pollution des nappes phréatiques, des eaux douces de surface, des eaux de mer, de l'atmosphère, l'écologie impose des contraintes nouvelles à nos modèles de développement qui doivent envisager une forme de respect de la nature. Dans son rapport à la nature, l'humain se redécouvre élément de l'écosystème, élément hétérotrophe, donc en situation de dépendance radicale par rapport aux autres espèces pour sa survie. On peut parler à ce propos d'une deuxième dimension de la tendance à la naturalisation de l'humain, dont est porteuse la biologie contemporaine. Il est encore une autre discipline dont il faut souligner l'importance dans cette tendance à questionner la différence humain-animal. On a vu que Descartes attribuait à l'humain une âme distincte du corps, pour renvoyer à la pensée et au sentiment, donc à ce qui fait traditionnellement la spécificité de l'humain. La science biologique a conservé de Descartes l'intuition d'un corps-machine, mais a rapidement abandonné le recours à un concept d'âme substantielle. Pour le biologiste, l'humain participe dès lors du monde de l'animalité. Les recherches en neurosciences prennent dans ce contexte une signification cruciale. La même méthodologie est mise en œuvre dans les analyses des systèmes nerveux animaux et humains. Dès lors, des questions importantes se posent. Ces analyses sont-elles susceptibles de rendre compte du comportement humain dans toute sa complexité ? Nombre de neuroscientifiques interprètent leurs travaux dans le sens d'une naturalisation de la conscience. Comment faut-il interpréter une telle position ? Correspond-elle à un refus de toute spécificité de l'humain ? On le voit, les théories de l'évolution, en ce qu'elles s'articulent de manière synthétique à l'ensemble du fonctionnement du vivant, mobilisent un grand nombre de disciplines dans leurs logiques explicatives et inversement, comportent des conséquences dans l'ensemble des disciplines biologiques. En particulier, la question de la spécificité de l'humain en lien avec les darwinismes s'inscrit dans cette complexité d'implications réciproques. Nous précisons darwinisme au pluriel, car les concepts de Darwin ont été intégrés à un nombre important de théories scientifiques et de positions philosophiques, parfois incompatibles entre elles. Quoi de commun entre la sociobiologie de Wilson et le darwinisme neuronal d'Edelman ? Entre les thèses de Spencer et les travaux de Kaufman sur l'auto-organisation ? Chacune de ces perspectives est pourtant profondément marquée par la pensée darwinienne. Notre approche ne vise pas l'exhaustivité. La spécificité éventuelle de l'humain par rapport à l'animal comporte des implications dans de nombreuses disciplines non prises en compte ici. À titre d'exemple, les rapports entre éthologie et psychologie ne sont pas abordés.
Nous envisagerons la question selon des approches regroupées en 3 points de vue. En un premier temps, c'est le darwinisme qui est interrogé dans sa dynamique explicative spécifique. 2 biologistes envisagent les implications du darwinisme dans leurs disciplines respectives. Th. Hans aborde la question de la biodiversité à partir d'une approche évolutive, tandis que P. de Vos, de son lieu physiologique, envisage la problématique de l'apparition de l'humain. Deleucourt étudie les dimensions idéologiques dans l'émergence historique du darwinisme, tandis que Giotte réinscrit le darwinisme dans une approche théologique de l'évolution cosmologique. La deuxième partie de cet ouvrage aborde la question de la spécificité de l'humain, à partir du point de vue de l'anthropologie. Anthropologie culturelle tout d'abord, où M. Godelier et P.J. Laurent rouvrent le dossier complexe du rapport entre culture et nature dans la pensée de Lévi-Strauss et posent la question d'une nouvelle articulation des études culturelles avec le darwinisme. FEUVE accent aigu propose ensuite une interprétation de l'évolution biologique, dans le cadre d'une théologie chrétienne. En une troisième et dernière partie, la rencontre avec les neurosciences est spécifiquement évoquée. J.C. Dupont retrace l'historique de la manière dont les neurosciences ont pensé la spécificité de l'humain. P.H. van den Bosch décrit les approches actuelles de l'évolution du cerveau mammifère jusqu'aux hominidés. M. Jeannereau, décédé récemment, s'interroge sur le rôle de la conscience dans le comportement humain. Enfin, B. Feltz envisage la question du libre arbitre en dialogue avec la problématique de la plasticité neuronale. Ch. de Duve, prix Nobel de médecine, propose une postface où il développe son regard personnel sur la spécificité de l'humain. Au-delà d'une diversité effective des points de vue, une ligne commune peut être dégagée. Chacun inscrit sa réflexion dans une perspective où l'évolution des espèces est prise en considération comme fait incontestable. À partir de là, la spécificité de l'humain n'est plus abordée en termes de tout ou rien, à la manière du dualisme des substances cartésien. Au contraire, les diverses contributions s'inscrivent dans une distinction entre monisme et réductionnisme. Le darwinisme conduit à une anthropologie non dualiste. Mais une telle anthropologie ne conduit pas nécessairement à une négation de la spécificité de l'humain. Une spécificité peut être un produit évolutif. Dans ce sens, cet ouvrage regroupe les positions de biologistes, d'anthropologues culturels, de théologiens, d'historiens des sciences, de neuroscientifiques, de philosophes qui convergent vers une conception d'un humain réconcilié avec ses origines naturelles. La spécificité de l'humain ne se construit plus contre la nature, mais comme produit d'un processus évolutif, comme ouverture à un avenir qui ne renie pas son passé, même lointain. La modernité elle-même se trouve enrichie d'une réconciliation avec la dimension corporelle de l'humain. Partie 1. Darwinisme et évolution. Introduction. Benoît Bourgine. Depuis le spectacle saisissant du foisonnement d'espèces au cœur de la forêt tropicale où elle commence, jusqu'à l'évocation de la cosmologie contemporaine où elle s'achève, la première partie de l'ouvrage interroge la théorie darwinienne de l'évolution selon 4 questions distinctes et 4 points de vue différents. Thierry Hans s'étonne en biologiste de l'extraordinaire diversité des formes de vie. Comment l'expliquer ? Un double récit s'impose. Le récit rapportant l'itinéraire de l'évolution du vivant sur notre planète et le récit décrivant les étapes de sa connaissance scientifique récente. Au terme, le biologiste retient de cet itinéraire 3 caractéristiques de la vie. Elle est innovante, résiliente mais aussi fragile. Le constat s'impose à l'heure où l'espèce humaine fait peser sur la biodiversité une menace sans précédent. Pierre de Vos examine quant à lui les différents arguments invoqués en réponse à la question centrale dans ce volume. L'homme est-il un animal comme un autre ? Bipédie, usage des outils, structure sociale, langage, de ces divers registres, le biologiste discute les 3 premiers et retient le dernier comme décisif. Le langage est le propre de l'homme. En philosophe et en historien des idées, Dominique Lecourt se penche sur les frontières entre science et idéologie dans l'élaboration de la théorie darwinienne comme dans les instrumentalisations dont elle a fait l'objet. Influencé par Malthus, Darwin s'est tenu à l'écart du darwinisme social de Spencer. Les péripéties de la lecture marxiste de la théorie de l'évolution,
dès le jugement ambigu de Marx jusqu'à la révision soviétiquement correcte de Darwin par Lysenko, comme les dérives de Haeckel sur la notion de race, illustre à merveille le caractère équivoque de son message lorsqu'on veut en extrapoler les leçons au-delà du champ biologique, que ce soit au niveau des structures sociales ou sur les questions raciales. John Haute, enfin, aborde la problématique des représentations religieuses qui constituent au niveau mondial l'un des obstacles majeurs à la reconnaissance de la théorie darwinienne. Il examine en théologien la manière de situer une vision croyante, chrétienne en l'occurrence, à l'intérieur du monde tel qu'il est décrit par l'état des connaissances en biologie évolutive, dans la théorie de l'information mais aussi en cosmologie. La question du spécifique humain conduit à croiser sciences de la vie et sciences humaines. Pourtant la présence de cette quatrième voie, théologienne, ne va pas de soi dans un volume de cette nature. À titre provisionnel, cette introduction voudrait à présent poser la question de sa légitimité. La théologie a-t-elle quelque chose à dire, qui serait digne d'être entendu, au sein du débat sur le spécifique humain? Et d'abord quelle théologie? Les contributions de John Haute et de François EUVE accent aigu qu'on va lire à la fin de la première partie et de la deuxième partie de l'ouvrage, s'inscrivent dans une tradition de réflexion d'où sont issues les universités européennes, celle qui consiste à engager un dialogue rigoureux entre foi et raison. Les religions ne sont pas incapables d'intégrer à leurs propositions la nouvelle vision du monde qui ressort du récit scientifique, mais à condition de consentir à un travail résolu sur elles-mêmes, et avant tout un travail d'intelligence. C'est là que prend place l'instance théologique. La théologie chrétienne se propose en effet de rendre raison de l'expérience religieuse avec une rigueur de pensée analogue à celle par laquelle on rend compte des autres réalités de la vie individuelle et collective. Pourquoi faudrait-il employer son intelligence à élucider toutes les activités humaines, excepté celle par laquelle on se relie à une signification dernière? En un temps où la science connaît un développement sans précédent, le travail consistant à articuler la sphère des convictions à la raison commune devient tout à la fois plus nécessaire et plus difficile. La réflexion théologique a précisément pour tâche d'aider les croyants à vivre une double appartenance. L'appartenance à une tradition religieuse millénaire et à une culture scientifique en croissance exponentielle et accélérée. La synthèse ne peut s'effectuer sans travail ni tension. Qu'advient-il par exemple, lorsque le postulat biblique d'un statut spécifique de l'humain dans le cosmos, qui a si puissamment soutenu l'humanisme européen, est brutalement révoqué par des neuroscientifiques, extrapolant avec autant de légèreté que d'assurance les résultats de leur discipline à des affirmations de portée ontologique? Pour ne pas basculer dans l'enfermement sectaire ou les dérives fondamentalistes dont témoigne le mouvement créationniste et néo-créationniste, les religions doivent impérativement faire l'apprentissage de la démarche scientifique. Il leur faut vaincre la peur et le soupçon qu'elle suscite. Or on le sait, le mouvement créationniste, né dans les milieux évangéliques américains et relayé avec zèle dans l'islam turc contemporain, combat par des arguments de valeur inégale toute remise en question de la spécificité de l'humain vis-à-vis de l'ensemble du créé. Il est tentant de nuancer le caractère biblique de ces présupposés, volontiers caricaturaux, à partir des constats de l'exégèse contemporaine des premiers chapitres du livre de la Genèse, qui note que le caractère d'image de Dieu conféré à l'humain, loin d'en faire un être à part, l'insère plutôt dans le monde des vivants. Cette dignité singulière s'exprime, selon le texte biblique, dans le rapport de domination de l'homme sur les animaux, mais une domination s'exerçant non pas par la force et la violence, mais par la douceur de la parole. Or l'autorité de cette parole suppose que l'homme se rende maître de sa propre animalité qui, telle une bête tapie qui te convoite et que tu dois dominer, GN 4,7, le pousse à l'homicide. L'écrivain sacré apporte donc une vue infiniment plus nuancée et dynamique que les postulats créationnistes. La frontière entre l'humain et l'animal est intérieure à l'humanité même, en fonction du chemin qu'il choisit. La limite est infime, et elle est abyssale. La dignité de l'homme consiste précisément dans cette possibilité de se déterminer soi-même, non pas seulement de choisir ceci plutôt que cela, mais de répondre de soi dans le champ de l'existence. La théologie apparaît comme le meilleur antidote des discours simplistes qui prolifèrent sur la frontière entre science et religion. Elle ne peut laisser sans réponse le simplisme de certains discours croyants,
sous peine d'instaurer un système mortifère de double vérité et de voir se creuser un fossé entre le domaine des savoirs et celui des convictions. Elle ne peut pas davantage laisser sans réplique les propos naïfs de scientifiques qui prétendent exercer un magistère sourcilleux sur le registre du sens. La recherche d'une vie signifiante et d'un cosmos sensé n'est-elle pas affaire trop sérieuse pour la confier aux seuls scientifiques ? On peut le penser, même si les chercheurs de sens ne peuvent de leur côté faire l'économie d'une connaissance honnête des avancées de la science. On ne voit pas pourquoi les scientifiques disposeraient d'une grâce particulière à décréter le sens et le non-sens en un registre où la vérité dépend non pas d'une validation d'ordre scientifique, mais s'agissant de l'ordre métaphysique, d'une argumentation relevant de présupposés étroitement dépendants de convictions personnelles. La rigueur de pensée existe là aussi, mais elle obéit à un autre type de démarche. L'argumentation peut là aussi être valablement éprouvée, mais selon un mode singulier de validation qui n'est pas celui de la démarche scientifique. La théologie a un ultime service à offrir, celui de rappeler à qui l'oublierait l'instance éthique. Jusqu'à quand l'humain sera-t-il cet être appelant le respect inconditionnel de son semblable ? On voit mal une fondation possible des droits de l'homme sur le socle d'une vision réduite aux dimensions du monisme scientifique. Ce défi invite la théologie et les religions à un travail d'intelligence collective, à mener dans le dialogue et la confrontation d'idées, au sein de sociétés marquées par le pluralisme. Qui veut gagner le monde en perdant son âme ? 2. Biodiversité et évolution. Thierry Hans. Il est 2h de l'après-midi dans les forêts de la province de Bocas del Toro, pas loin de Chiriquí Grande au nord de Panama, il y fait sombre. La végétation est tellement dense que la lumière peine à arriver au niveau du sol. Des collègues nous ont conseillé de ne pas nous éloigner du chemin de plus de 2 mètres, parce qu'au-delà, il peut être difficile de le retrouver dans l'entrelac de plantes et donc facile de se perdre. Nous y sommes pour y échantillonner un groupe particulier de coléoptères dans le cadre d'un programme de recherche visant à comprendre le rôle des relations plantes-insectes dans l'explosion de la biodiversité. Cela grouille de partout, des espèces que je suis parfois incapable de situer dans la systématique entomologique tellement la diversité des formes est grande et inattendue. Ici, une grande partie des espèces ne sont pas encore connues de la science et n'ont pas reçu de nom scientifique. Ce foisonnement d'espèces est une des grandes caractéristiques des zones tropicales. Pourtant, cette expérience du foisonnement de vie, on peut la voir dans bien des endroits du monde et pour qui sait y être attentif jusqu'à notre porte. J'ai toujours été fasciné par le nombre d'espèces qui arrivent à s'accrocher à la petite place en face de mon bureau à Louvain-la-Neuve, malgré l'acharnement des services d'entretien à vouloir la maintenir propre à coups d'herbicides. On peut y recenser jusqu'à 12 espèces de plantes dites indésirables sans compter des mètres carrés d'hépatiques qui se maintiennent dans les endroits les plus humides, des champignons et de longues traces vertes de microalgues qui recouvrent le béton. Les fourmis courent partout et se nourrissent d'une gamme suffisamment grande d'organismes pour justifier leur abondance. Partout où les conditions le permettent, même dans des milieux extrêmes comme la glace arctique, les profondeurs océaniques et leurs fumerolles d'acide sulfurique, ou les geysers d'eau chaude du parc Yellowstone, la vie est là, avec une diversité étonnante des formes et des espèces. Nombre et multitude. Et nous en connaissons si peu. On estime, car il n'existe pas encore de banque de données mondiale à ce sujet, qu'environ 1 900 000 d'espèces vivantes ont été décrites par les scientifiques, Chapman 2009, c'est-à-dire qu'elles possèdent un nom latin et au moins une description sommaire. Environ 18 000 nouvelles espèces sont décrites ou redécrites chaque année, notamment en raison des progrès de la biologie moléculaire qui permet maintenant de distinguer des espèces dites jumelles. Les plantes supérieures représentent un peu plus de 298 000 espèces, les insectes sont près d'1 million, alors qu'on ne dénombre que 5 490 espèces de mammifères et environ 9 998 espèces d'oiseaux, Gilbert 2009. En réalité, on ne connaît qu'une fraction des espèces existant sur Terre, probablement entre 1 et 10%. Cela veut dire que les estimations du nombre réel d'espèces se situent entre 8 millions et environ 100 millions d'espèces sur Terre selon les auteurs, avec une majorité d'entre eux qui s'accordent pour une valeur située entre 11 et 12 millions d'espèces. Chapman 2009, voir aussi les estimations plus basses d'Hamilton et Hall, 2010.
De très nombreux milieux n'ont jamais été inventoriés ou alors, occasionnellement. On dispose ainsi de très peu d'études sur les forêts tropicales qui recèlent pourtant de 50 à 75% de la biodiversité terrestre. Il en est de même pour les océans où l'on découvre tous les jours de nouvelles espèces de crustacés ou de poissons. La vie est donc synonyme de diversité des formes, des physiologies, des modes de reproduction, de couleurs, même si tous ces organismes se construisent sur base d'une information codée de façon très similaire, l'ADN. La question qui vient alors naturellement est d'où vient cette biodiversité ? Émergence de la vie. Bien qu'il n'en parle pas vraiment dans ses livres, Darwin émettait déjà l'hypothèse de l'émergence de la vie à partir du monde inorganique. Il écrivait dans une lettre à Francis Hooker que cela a dû se produire dans une mare chaude riche en ammoniac, sel de phosphore et sous l'influence de la lumière, de la chaleur et de l'électricité. Dans ces conditions, il imaginait la production d'un protéine complexe qui serait elle-même sujette à des changements complexes, Lascano 2010. Cette hypothèse a ensuite été reprise sous le concept d'abiogenèse et testée bien plus tard notamment par Miller et Urey, 1959. Depuis, l'existence d'une synthèse abiotique des composés à l'origine des premiers métabolismes et des premiers systèmes autoréplicateurs est largement admise et plusieurs mécanismes plausibles sont proposés. Nous ne disposons cependant que de très peu d'éléments concrets permettant de vérifier ces hypothèses, d'une part parce qu'il est très difficile de reconstituer l'environnement existant sur Terre peu de temps après sa formation, et d'autre part, vu les incessants remaniements des roches et la taille microscopique des premiers organismes vivants. Nous ne disposons pas de fossiles ou de traces remontant si loin dans le temps. Cependant, il est troublant de constater que dans les grandes lignes, tous les organismes vivants, qu'il s'agisse des bactéries, champignons, algues, plantes supérieures ou animaux, fonctionnent en utilisant le même code génétique, que celui-ci est régulé et répliqué de la même façon et que le métabolisme de tous ces organismes fonctionne de façon similaire sur base d'un système de production d'énergie catalysé par des ATPases membranaires, Lascano 2010. Ces caractéristiques plaident en faveur d'un organisme primordial qui serait à l'origine unique, on dit monophylétique, de la diversité du vivant et appelé LUCA, Last Universal Common Ancestor, Lane et al., 2010. La Terre devrait dater d'environ 4,5 milliards d'années. L'apparition de LUCA remonte probablement au tout début de l'existence de la Terre, vers 4 milliards d'années. Les premières traces d'une existence supposée d'organismes vivants remontent à 3,7 milliards d'années sous forme de traces chimiques dans des roches très anciennes. Elles correspondent à ce que la biologie moléculaire nous renseigne comme possibilité d'apparition de la vie, Lin 2002. Il faut attendre 3,5 voire 3,2 milliards d'années pour observer des microstructures qui pourraient être interprétées comme des fossiles de bactéries. Durant cet espace de temps considérable qui nous sépare du début de la vie, les conditions de vie sur Terre ont elles-mêmes bien changé et ont conditionné le développement de la biodiversité. L'émergence des masses continentales s'est faite lentement. Celles-ci se sont déplacées les unes par rapport aux autres en même temps qu'une forte activité tectonique et volcanique. Les climats ont fluctué de périodes plus froides où la quasi-totalité de la Terre était gelée jusqu'à des périodes bien plus chaudes. La composition de l'atmosphère a aussi changé, et notamment ses concentrations en oxygène. L'évolution de la biodiversité est donc aussi un phénomène historique, et l'on sait qu'elle a subi plusieurs phases d'extinction majeures dont la principale remonte probablement au Permien, il y a 251 millions d'années. Première crise. Si les premières formes de vie, probablement hétérotrophes, sont apparues il y a 4 milliards d'années, les premiers organismes autotrophes, c'est-à-dire capables de capturer l'énergie du Soleil pour assurer la synthèse de leurs éléments constitutifs au travers des formes primitives de photosynthèse, remontent probablement à 3,5 milliards d'années. En conséquence de la photosynthèse, ces organismes ont libéré de grandes quantités d'oxygène dans l'atmosphère entraînant une modification progressive de sa composition. Au départ, cet oxygène a été consommé par l'oxydation du fer, comme le montrent les vastes gisements de fer rubané qui datent d'il y a environ 2,5 milliards d'années, Hazen et al., 2008. Ensuite, cet oxygène s'est progressivement accumulé dans l'atmosphère. La conséquence en est la première grande crise d'extinction produite par des organismes vivants,
l'oxygène étant un déchet toxique de la photosynthèse et de nombreux organismes hétérotrophes n'ont probablement pas pu s'y adapter faute de posséder les systèmes enzymatiques nécessaires à la détoxification des radicaux libres de l'oxygène. On peut dater cette crise de l'oxygène entre 2,5 et 2 milliards d'années. Les organismes unicellulaires possédant un noyau entouré d'une membrane à l'intérieur du cytoplasme et que l'on appelle eucaryotes, se sont probablement formés à cette époque et ont pu résister en raison de leurs nouvelles adaptations à cette crise de l'oxygène, Markov 2005. On en trouve des traces fossiles entre 1,8 et 1 milliard d'années, Stewart et Rothwell 1993. Les eucaryotes correspondent à une innovation évolutive majeure, permettant la prolifération de nouvelles formes. Pourtant, il faudra attendre moins 635 millions d'années, après une période de glaciation où des conditions de froid extrême ont transformé la Terre en boule de glace pour que ces unicellulaires produisent des organismes pluricellulaires permettant une spécialisation des fonctions des cellules en lien avec l'endroit du corps où elles se trouvent, Chen et al., 2008. L'étape suivante de cette diversification aura lieu vers moins 535 millions d'années. À cette époque, le climat redevient plus chaud et l'on voit apparaître dans les archives fossiles de la Terre une faune étonnamment diversifiée qui colonisait les eaux marines peu profondes et chaudes, la faune du schiste de Burgess, Maurice 1989. La complexité de ces fossiles est similaire à la complexité de bien des organismes actuels, et le plus étonnant est que tous les grands phyla animaux connus actuellement étaient déjà représentés dans ces fossiles. L'histoire de la vie est alors une suite d'innovations évolutives majeures, aussi bien dans le monde végétal qu'animal. Chaque innovation permet de développer des possibilités nouvelles, par exemple la lignification des vaisseaux vasculaires chez les plantes dont le résultat permettra de construire les premiers écosystèmes forestiers de grande taille. Ces nouveaux écosystèmes offriront à leur tour de nouvelles niches écologiques qui permettront une nouvelle radiation de la vie et des formes. C'est notamment là que les premiers insectes doués d'ailes ont trouvé les conditions favorables à leur développement. Mécanisme. Si l'on peut retracer avec de plus en plus de précision le fil du développement de la vie sur Terre, il n'y a pas unanimité sur les mécanismes explicatifs de la façon dont une espèce nouvelle apparaît au cours de l'évolution. Il y a par contre unanimité sur le fait que les espèces changent et se transforment au cours du temps. En effet, les techniques de datation de la Terre nous ont permis de reconstituer son histoire et les données paléontologiques de plus en plus abondantes montrent clairement que la faune et la flore ont changé au cours du temps. Parce que c'est bien cela l'évolution, Ernst Mayr 1997, un des pères des théories actuelles, la définit simplement comme les changements dans la diversité et l'adaptation des organismes vivants. C'est une définition sans a priori, sans déterminisme, ni considération sur une possible amélioration au cours du temps ou un progrès constant qui aurait inéluctablement conduit à l'humain. Ces changements dans la diversité impliquent le remplacement d'espèces par de nouvelles espèces mais aussi l'apparition de grandes innovations qui offrent de nouvelles possibilités, comme l'apparition des ailes et par là d'un nouveau clade comme les oiseaux. Le premier phénomène a reçu le nom de spéciation, alors que le second fait appel au concept de macroévolution. Il est possible que les deux phénomènes procèdent du même mécanisme. Le second serait alors la somme d'éléments micro-accent-aigu-volutifs sur une longue échelle de temps. Il est aussi possible que micro- et macroévolution soient le résultat de mécanismes différents, et la macroévolution pourrait par exemple être le résultat d'une réorganisation ou d'une modification de certains gènes impliqués dans le développement embryologique. Espèce et spéciation. Le concept d'espèce est utilisé dans la vie de tous les jours pour distinguer des plantes et des animaux, sur base de critères reconnaissables et fiables. Linné utilise le concept fixiste d'espèce typologique dans ses essais de classification. Dans son Systema Naturae, l'espèce est basée sur la possession d'un ensemble de caractères qui lui sont propres tels que les systèmes d'organes reproducteurs chez les plantes. Plus tard, en 1812, Cuvier donne la définition suivante. L'espèce comprend les individus qui descendent les uns des autres ou de parents communs, et ceux qui leur ressemblent autant qu'ils se ressemblent entre eux. Cette définition contient déjà des éléments essentiels à la notion de descendance commune et de ressemblance intergénérationnelle.
Lamarck et surtout Darwin remettront en cause l'espèce fixe pour introduire la notion de variabilité. En effet, Darwin base une partie importante de sa théorie sur la descendance modifiée. Pour lui, la variabilité est omniprésente et c'est sur elle que s'applique la sélection naturelle qui permettra l'évolution d'une espèce vers une autre. L'espèce devient pour lui un continuum de variations et sa définition est arbitraire. Ainsi, à propos des travaux de M. Wallace sur la faune de l'archipel malais, il dira : enfin, les espèces représentatives occupent, dans l'économie naturelle de chaque île, la même place que les formes locales et les sous-espèces, mais elles se distinguent les unes des autres par une somme de différences plus grande que celle qui existe entre les formes locales et les sous-espèces. Les naturalistes les regardent presque toutes comme de vraies espèces. Toutefois, il n'est pas possible d'indiquer un critérium certain qui permette de reconnaître les formes variables, les formes locales, les sous-espèces et les espèces représentatives. Définir l'espèce correspond pourtant à une nécessité pour identifier le sujet d'étude mais aussi pour comprendre la nature du mécanisme qui mène à la différenciation. Il devient alors nécessaire d'établir une limite au sein de laquelle on peut accepter un degré de variation au sein de celle-ci. La définition biologique de l'espèce de Ernst Mayr, 1963, va partiellement résoudre le problème. Pour lui, une espèce est une population ou un groupe de populations naturelles interfécondes, isolées d'un point de vue reproduction des autres groupes équivalents. En d'autres termes, c'est la plus grande unité de population dans laquelle le flux génétique est possible et se trouvant génétiquement isolée des autres populations. Cette définition biologique de l'espèce est particulièrement utile, bien qu'elle ne résolve pas tout. Ainsi, elle n'est pas applicable aux fossiles, ni aux animaux se reproduisant par voie asexuée ou aux espèces potentiellement interfécondes mais séparées dans leur milieu naturel. Néanmoins, elle offre un outil de travail qui permet d'analyser comment cette entité peut évoluer. Sélection naturelle. Pour qu'une espèce puisse évoluer vers une nouvelle espèce, il faut donc qu'il y ait, à un moment donné, une barrière infranchissable entre deux populations de telle sorte que les individus de la première population ne puissent plus se reproduire avec la deuxième population, et qu'il n'y ait donc plus d'échange de gènes possible. Cette barrière peut être brutale ou progressive. Elle peut être extrinsèque à l'espèce, comme une séparation géographique entre deux populations, ce qui s'est passé lorsque l'isthme de Panama s'est formé, séparant définitivement les espèces marines vivant du côté atlantique de celles du côté pacifique. On parle alors de spéciation allopatrique. Mais il se peut que la séparation ne soit pas due à un phénomène extérieur à l'espèce, mais qu'elle soit due, par exemple à une modification propre à certains individus de leur pattern de couleur ou une autre caractéristique. Ainsi, des individus présentant une couleur, une taille, une parade sexuelle un peu différente de la majorité des autres individus, ou une préférence pour vivre sur une plante particulière, peuvent aussi avoir tendance à se reproduire majoritairement entre eux plutôt qu'avec le reste de la population. À ce moment, le choix du partenaire lors de la reproduction devient un élément qui constitue une barrière entre certains individus, c'est donc une forme de sélection sexuelle. Dans ce cas, où une partie d'une population évolue différemment au sein d'une population plus grande sans qu'il n'y ait de barrière géographique, on parle de sympatrie. Lorsque ces barrières limitant ou interdisant les échanges de gènes entre individus d'une même population sont établies, plusieurs théories permettent d'expliquer comment ces populations peuvent diverger et donc comment l'espèce peut évoluer. Elles ne sont pas nécessairement exclusives et les mécanismes qu'elles impliquent peuvent se produire simultanément, successivement ou se compléter. La première théorie est liée au concept bien connu de sélection naturelle. Déjà en 1837, Darwin écrivait « Every species is due to adaptation and hereditary structure ». Il constate que les enfants sont différents de leurs parents, et qu'il existe donc une grande variabilité naturelle dans les populations, variabilité résultant de la reproduction sexuée. Tous n'ont donc pas les mêmes aptitudes et donc lorsque les conditions de l'environnement varient ou que les ressources sont plus difficiles à acquérir, certains individus sont plus performants que d'autres et produisent alors plus de descendants. Ils transmettent donc ces aptitudes à leurs descendants, alors que les autres se reproduisant de moins en moins, perdent la capacité de transmettre leurs caractéristiques qui finissent par disparaître de la population.
Imaginons donc deux populations d'oiseaux de la même espèce qui seraient séparées sur deux îles différentes, chaque île présentant des caractéristiques environnementales qui lui sont propres. Sur la première île, soit l'île A, la majorité de la nourriture disponible pour ces oiseaux serait constituée de grosses graines difficiles à casser, alors que sur l'autre île B, elle serait caractérisée par une abondance de petits insectes cachés dans des anfractuosités de la végétation. Les oiseaux présents sur l'île A, et qui disposent d'un gros bec suite à la variation naturelle existante dans la population seront favorisés et pourront plus facilement se nourrir et donc nourrir leurs petits qui auront de bonnes chances de survivre et de se reproduire à leur tour en transmettant ainsi le caractère gros bec. Par contre, les oiseaux de la même espèce sur l'île A et qui possèdent un bec fin seront désavantagés et devront se contenter de sources de nourriture moins abondantes. Ils auront donc moins de descendants à chaque génération. Cela sera d'autant plus évident si le climat de l'île A se marque occasionnellement par une sécheresse importante, par exemple tous les 10 ans, pendant laquelle la seule nourriture disponible reste les grosses graines. Le phénomène inverse se marquera sur l'île B, où les individus à fin bec seront favorisés car ils pourront facilement capturer les insectes disponibles. Disposer d'un gros bec implique aussi d'avoir de solides muscles dans les joues pour le faire fonctionner, c'est-à-dire que la morphologie de la tête est plus massive que celle des individus disposant d'un petit bec. Le chant va aussi s'en ressentir. En conséquence, si après 10 000 générations, les individus au gros bec de l'île A sont remis en contact avec des individus à bec fin de l'île B, il est probable qu'ils ne se reconnaîtront plus en tant qu'une même espèce et une barrière reproductive se sera créée conduisant à la formation de deux espèces différentes. Bien sûr, cet exemple est simplifié, mais il correspond en gros à ce que Darwin a pu imaginer pour expliquer pourquoi, dans l'archipel des Galapagos, on rencontre jusqu'à 13 espèces de pinsons qui pourtant semblent toutes être issues d'un ancêtre commun. La découverte du concept de mutation par Hugo de Vries, 1906, remettra en cause cette théorie de Darwin. Pour de Vries, une nouvelle espèce apparaît brutalement par mutation au sein d'une population, c'est le mutationnisme. Il dira dans sa conclusion de son livre que la sélection naturelle peut expliquer la survie du mieux adapté, mais pas son apparition. Il faudra attendre le développement de la génétique quantitative et des populations, pour qu'à l'aube des années 1940 se forge une synthèse des deux approches, Darwin et de Vries, que l'on appellera la théorie synthétique de l'évolution. On comprendra que les mutations peuvent produire des caractères nouveaux et accroître ainsi la variabilité. Elles peuvent avoir un effet positif si elles apportent un avantage à l'organisme qui les porte, et qui sera alors plus apte à se reproduire et à les transmettre. Par contre, si elles sont négatives, elles ne seront pas transmises puisqu'elles désavantagent le porteur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.